Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui s'est, comme vous le savez, déplacé en Belgique, la capitale de l'Union européenne, pour couvrir les événements d'un parti politique camerounais. Mais il n'y a pas que cela, car juste à côté de ce parti, il y a une grande dame, selon ce que les organisateurs m'ont donné comme information, qui se bat beaucoup à leur côté pour le compte du Cameroun. Elle, c'est Marie-Arena, qui est députée européenne, qui a certainement participé au vote qui a produit la résolution du Parlement européen adressée aux autorités camerounaises il y a quelques jours. Alors nous allons lui poser 2-3 questions pour compléter ce qu'elle a déjà dit lors de la conférence que vous retrouverez sur JMTV+, intitulée MRC, conférence de Bruxelles, ainsi de suite. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je tiens, il fait un peu chaud, ça va, tout va bien à Bruxelles là. Très bien. J'ai l'habitude de serrer les mains de mes invités pour vérifier leurs ADN que j'ai dans mon corps. Donc, voilà. on n'a pas dérogé à la règle. Bonjour. Bon, content de vous rencontrer, Madame la députée. Et merci d'avoir accepté cet entretien. Nous savons combien le week-end, chaque personne a besoin d'être en famille. Mais qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi donnez-vous ce coup de pouce aux Camerounais qui le sollicitent? Parce que j'ai comme ça cette nature, et quand il y a des injustices, eh bien, j'ai besoin de venir au secours d'un certain nombre de personnes que je sens dans une certaine vulnérabilité. Ici, particulièrement par rapport aux droits de l'homme, ça fait quelques mois déjà que nous interrogeons sur la question du Cameroun au niveau du Parlement européen. Nous avions déjà posé un certain nombre de questions dans le cadre de l'Assemblée interparlementaire Union européenne Afrique, Caraïbes, Pacifique, où nous voulions, après les élections de 2018 au Cameroun, savoir un peu ce qui s'était passé, comment les choses se passaient au Cameroun, avec des tensions qui existaient dans le pays. Et puis finalement, il y a quelques mois, on a reçu des informations venant d'organisations non gouvernementales nous disant que la situation des droits de l'homme s'empirait au Cameroun, et donc il a été important, décisif pour nous, de pouvoir avoir une résolution d'urgence au Parlement européen qui appelle les autorités camerounaises à revenir à une situation qui est le chemin de la démocratie, c'est-à-dire des espaces de liberté démocratique pour les médias, pour l'opposition, pour les organisations non gouvernementales, pour les différentes organisations qui s'expriment aujourd'hui au Cameroun et qui ne sont pas satisfaites de la situation. Madame, on va revenir sur cette résolution-là, mais je vais vous entraîner sur un terrain qui me concerne directement. Je suis français. Il n'y a pas la double nationalité au Cameroun, si oui, pour quelques politiciens et quelques footballeurs. Donc, je n'ai pas droit à un double passeport, je suis donc français. Avez-vous été étonné du silence de la France, ancienne puissance tutélaire du Cameroun, face à tout ce qui s'y déroule? Alors je pense que c'est vrai que c'est difficile la relation des pays qui étaient des pays de la colonisation en Afrique, et parfois quand ils s'expriment on les taxe d'ingérence, et quand ils ne s'expriment pas on est déçu du fait qu'ils ne s'expriment pas. Et donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée effectivement pour la France à l'égard du Cameroun. Ce que nous avons fait au niveau du Parlement européen, c'est que nous avons fait fi de ces histoires vis-à-vis du Cameroun. Nous avons aussi fait fi d'une approche partisane, c'est-à-dire que tous les partis politiques, tous les groupes politiques de droite comme de gauche ont été d'accord de dire il y a un problème et nous voulons que le Cameroun se saisisse, que le gouvernement du Cameroun se saisisse du problème qui aujourd'hui existe. Et donc ce n'est pas du tout une approche partisane, ce n'est pas une approche d'un État membre, c'est vraiment une approche tout à fait transversale qui est plutôt la promotion des droits de l'homme partout et au Cameroun en l'occurrence. Il y a un rapport publié par l'Institut Montaigne en France, rendu partiellement public le 20 septembre 2017, qui demande à la France d'appuyer sur le bouton Restat, de revoir la longévité des chefs d'État africains. Rien ne doit être laissé tabou, il est écrit. Je peux vous l'adresser. Et même le problème du franc CFA doit être revu. Mais bientôt 2 ans, la France donne l'impression d'être sourde à ces conseils que des associations lui donnent. Pourrait-on imaginer qu'un jour l'Union européenne prenne une résolution contre un État membre fort comme la France?
Alors aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de discussions sur la question du franc CFA aujourd'hui. Il y a des économistes qui s'expriment, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. Tout doit être abordé sans tabou aujourd'hui. Et la France ne doit pas être un acteur de blocage par rapport à une discussion telle que celle-là. À mon sens, la France doit pouvoir en parler librement avec les autres pays européens, parce que le franc CFA ne concerne pas uniquement la France. Aujourd'hui, comme nous sommes passés à l'euro, mais bien sûr, la monnaie toujours, le franc CFA fait toujours battu dans le sud de la France, à manière. Hein. Tout à fait, mais comme la France aujourd'hui a adhéré à l'euro, ça concerne l'euro de manière générale, et donc c'est une discussion qu'on doit avoir au niveau européen. Alors, on revient maintenant sur cette résolution. On a l'habitude d'entendre dire ça et là, l'Union européenne, c'est l'antichambre des États-Unis. Avez-vous des approches qui se ressemblent sur la question camerounaise avec les États-Unis? Alors non, l'Union européenne est tout à fait indépendante des positions qu'elle prend en ce qui concerne un pays. Donc on a un service d'action extérieure qui est Madame Mogherini. On a des États membres qui sont représentés au niveau du Conseil. Les décisions sur les questions de relations extérieures sont souvent prises à l'unanimité au niveau du Conseil. Donc par exemple, s'il doit y avoir des mesures de sanctions à l'égard d'un pays, ça se fait au niveau du Conseil à l'unanimité. Et donc nous avons une certaine autonomie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les autres entités font, et plus particulièrement quand il s'agit de prendre des positions au niveau du Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies par exemple. Et donc là, il est intéressant de voir quelles sont les politiques étrangères des autres entités. On a eu le cas, par exemple, dans les politiques de sanctions à l'égard de la République démocratique du Congo. Eh bien, il y a eu une certaine convergence d'approche entre l'approche américaine et l'approche européenne. Pas parce qu'elle était suiviste au niveau européen, mais parce qu'il y avait un partage d'informations qui permettait d'établir les mêmes conclusions. Pourtant, dans cette affaire de la RDC, c'est une parenthèse, mon pays, la France, a pris une résolution aux Nations Unies pour contester l'élection de Félix Tshisekedi. Donc, malgré le fait que l'Union européenne et les États-Unis s'accordent sur un point, un pays peut se permettre alors, le pays, sortir des lignes. Alors, en matière de relations extérieures, il faut savoir qu'en Europe, la compétence des relations extérieures est encore une compétence nationale. Il y a une volonté de coordonner effectivement des positions au niveau de services d'action extérieure, mais un État membre a toujours la possibilité, là où il siège, en l'occurrence ici la France au niveau des Nations Unies, a la possibilité de faire cavalier seul. Elle peut le faire. C'est dommageable quand un pays de l'Union européenne... Quand on veut construire l'Union européenne forte à mon président Macron. Tout à fait, donc c'est dommageable, ça fait désordre, non ? Mais il y a une capacité de le faire. Est-ce que ça fait désordre ? Alors je trouve que cette approche aurait dû être beaucoup plus concertée, et alors qu'il y avait une position unanime, je dirais, peut-être sans la France sur les sanctions, je pense que la France aurait dû peut-être plus concerter avec ses collègues européens pour définir sa position. Revenons sur le Cameroun. Les autorités camerounaises vous ont donc adressé 19 pages pour vous faire comprendre que vous ingériez, là, tout va bien de toute façon. Et si ces autorités-là s'entêtaient, pourrait-on imaginer des sanctions ciblées comme ce fut le cas en RDC, c'est-à-dire le visa ban pour les membres du régime et leurs familles, les comptes gelés, pourrait-on imaginer cela dans le cas du Cameroun ? Alors, c'est ce qu'il y a dans la résolution. C'est-à-dire que le Parlement européen soutient le fait que si le Cameroun, les autorités camerounaises, le gouvernement camerounais continuaient dans une tendance qui devient une tendance autoritaire à l'intérieur du pays, qui réprime toute contestation, qui fait des arrestations arbitraires, qui empêche l'expression libre. C'est une situation qui serait extrêmement difficile pour les partenaires du Cameroun et en l'occurrence les partenaires européens. L'objectif de cette résolution, c'est de passer un message au gouvernement camerounais. J'espère que le gouvernement camerounais le prend comme étant un message d'un partenaire ami et que cela peut être pris comme quelque chose qui remet le Cameroun dans une orientation qui est une orientation démocratique. Mais bien entendu, c'est ce qui s'est passé à d'autres moments dans d'autres pays. L'Europe, l'Union européenne et le Conseil auraient la possibilité de décider de sanctions à l'égard du Cameroun.
Marie-Reina, vous êtes originaire d'Italie, vous m'avez dit. Oui. Ça se voit, hein? Je suis du Sud. Une vraie Sicilienne. Alors, votre pays d'origine, l'Italie, appelle à la fin de la France-Afrique. Beaucoup d'autres pays de l'Europe, surtout ceux qui sont en Scandinavie, hein, très peu ceux du Sud, excepté l'Italie, appellent à cette fin de la France-Afrique qui, selon eux, détruit l'Afrique, met les jeunes dans le désert et à Lampedusa. Mais on a l'impression que la France refuse d'écouter. Pourrait-on imaginer qu'un jour, au sein de l'Union européenne, ces débats-là soient enfin posés sur la table, que l'Union européenne sorte de l'hypocrisie du « je ne sais pas, je ne veux pas, je n'ai pas vu ». Alors moi, ce qui me dérange particulièrement, c'est que cette réflexion vienne d'un gouvernement aujourd'hui qui est un gouvernement xénophobe, qui est l'Italie. Le gouvernement de M. Salvini n'est pas un gouvernement ami ni de l'Afrique, ni des Africains. Et donc j'aimerais qu'on ait une réflexion beaucoup plus constructive vis-à-vis du partenariat que nous pouvons avoir avec l'Afrique. Je pense que le continent africain et le continent européen ont un avenir commun. Et cet avenir commun, on doit le construire ensemble dans l'intérêt des deux continents. Et il faut tourner la page du 19e siècle. Et j'ai un peu l'impression qu'on a raté le 20e siècle dans ce partenariat de l'Union européenne avec l'Afrique, où le 20e siècle s'est plutôt traduit par les indépendances politiques, les indépendances politiques, mais non économiques. Donc, c'est-à-dire vous en connaissez un en Afrique noire francophone indépendant du pays. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé des indépendances officielles. Voilà, officielles, c'est tout. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire aujourd'hui en Afrique, sur comment l'Afrique se voit, comment l'Afrique se construit, et nous sommes, en tout cas pour ma part, et mon groupe politique, le groupe socialiste et démocrate, est un partenaire de l'Afrique dans cette réflexion, parce que nous avons les mêmes défis. Nous avons des défis de démocratie. Vous savez, aujourd'hui, la démocratie en Europe est en recul. Elle est malmenée avec les populistes. Exactement. Et donc nous avons vraiment le défi de la démocratie. Et souvent, on a l'impression que la démocratie ne se joue qu'ailleurs. Non, elle se joue ici aussi. Nous avons le défi du climat. Aujourd'hui, les Occidentaux sont les émetteurs et les pays africains sont les victimes du réchauffement climatique, mais de plus en plus, nous en devenons nous-mêmes les victimes. Et donc, il est important qu'on puisse, face à ce défi, envisager des solutions communes. Nous avons le défi démographique, qui est aussi important, le défi de la croissance, qui est aussi important. Le défi démographique. Emmanuel Macron souhaiterait que les femmes françaises fassent un peu plus d'enfants, tandis qu'en Afrique, il fustige celles qui en font 5-6. Moi, vous savez, j'ai toujours été pour les femmes doivent décider elles-mêmes de leur corps. Et ce n'est pas un homme d'État ou une femme d'État qui doit décider pour les femmes. Par contre, il faut leur donner les outils pour qu'elles décident, c'est-à-dire de la contraception, c'est-à-dire le choix de pouvoir avoir des enfants quand elles peuvent, quand elles veulent avoir des enfants. C'est comme ça qu'on émancipe les femmes, ici, en Europe, mais aussi en Afrique. Avant-dernière question, après je vous laisse tranquille. Vous avez cité le cas du Burundi tout à l'heure. Le président qui a reçu les sanctions de l'Union européenne n'a pas, comme disent les jeunes de mon quartier, ne vous ont pas calculé. Il est toujours en place. Les subventions de l'Union européenne ont été coupées. Mais il a toujours l'argent pour faire fonctionner son pays. D'où vient cet argent-là? Alors vous savez, le mécanisme des sanctions peut, dans certains cas, pour un pays pour lesquels les dirigeants ont une certaine maturité politique, peut servir. Parce qu'aucun dirigeant politique, normalement, quand il agit pour le bien de sa population, n'a envie de voir son pays isolé par rapport à... Ils ne pensent pas à leur pays, ces dirigeants-là. Ils servent les maîtres qui sont en Occident. C'est la raison pour laquelle je dis, en général, les sanctions servent quand vous avez des dirigeants politiques qui peuvent avoir une certaine maturité politique. Quand vous avez des dirigeants politiques qui n'ont pas de maturité politique et qui ne servent pas les intérêts de leur population, eh bien parfois les sanctions n'aboutissent pas, ne permettent pas de changer le cap d'une politique.
C'est dommage parce que ce sont les populations qui souffrent et c'est le cas aujourd'hui au Burundi. Ce sont les populations burundaises qui souffrent énormément de la situation au Burundi. Quid de la Russie? Vous avez peur de Poutine comme certains, quoi? Ah non, moi, à titre personnel, ce n'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde multilatéral, donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner quand un de vos partenaires n'est plus votre partenaire. Et surtout parce que ces différents régimes ne prônent pas les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a mis des sanctions sur le Burundi au niveau européen, c'est parce que nous estimions que les valeurs des droits de l'homme n'étaient pas respectées, que les valeurs démocratiques n'étaient pas respectées. Et le Burundi se tourne aujourd'hui vers des dictatures qui partagent finalement les mêmes points de vue. C'est-à-dire que je ne pense pas que Poutine voit la question des droits de l'homme de la même manière que nous les voyons au niveau européen. Et donc c'est une difficulté, effectivement, quand des régimes se tournent vers le soutien qui ne prône pas les valeurs démocratiques. Dernière question, pourquoi ce grand amour pour l'Afrique noire? Alors, moi je suis une fille d'immigrés, je suis une fille immigrée du italienne sud. Pour la Belgique. Voilà, une fille, mais à l'époque c'était très loin la Sicile par rapport à la Belgique et c'était aussi des situations qui étaient extrêmement complexes. C'était des enfants qui venaient travailler dans les mines. Qu'on appelait spaghetti. Qui avaient été échangés contre des tonnes de charbon. Donc c'est la Belgique qui donnait du charbon à l'Italie et l'Italie lui donnait de la main-d'œuvre. Et donc lui donnait des enfants. Voilà. Et c'était un deal qui avait été passé. Et je trouve que on a l'impression qu'on est au XXIe siècle, que ces choses-là n'arrivent plus. Et c'est vrai qu'en Europe, on a eu un moment où les travailleurs ont été protégés, les migrants ont été protégés. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a une marche arrière sur ces réalités-là. Et c'est une des raisons pour laquelle je m'investis beaucoup sur la question migratoire. Et la question migratoire concerne le continent africain, évidemment. Et donc c'est de mieux comprendre les enjeux, de mieux comprendre les causes. Vous savez, quand par la politique commerciale, on favorise l'exportation du lait européen subsidié, transformé en Afrique, on tue les éleveurs africains et puis l'Europe s'étonne de voir des populations entières qui n'ont plus de quoi manger sur leur pays. Il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les industriels, car monsieur Bissek, qui avait une entreprise laitière qui florissait au Cameroun, a été tué par Nestlé, qui est suisse, et donc, avec la bénédiction. Voilà, et donc s'occuper de l'Afrique, quand on est européen, c'est avoir de la cohérence politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste prôner le bien-être en Europe et avoir aux portes de l'Europe, vraiment aux portes de l'Europe, des populations qui meurent. Et donc, s'occuper de l'Afrique, c'est ça, c'est de dire on ne peut pas vouloir le bien et le mal de quelqu'un en même temps. Je pense qu'on doit travailler sur le bien de tout le monde. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Et je n'ai pas tilté dessus car je ne sais rien du tout, je ne sais pas tout. Non, c'est bien, vous avez tout abordé. Tout? C'est pour me virer que vous me dites ça? Non, pas du tout. Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On se reparle dès que possible. Avec plaisir. Et bonne chance pour les européennes. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'être réélu. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Ok. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques jours sur JMTV+, avec une autre invitée, comme celle-ci. Vous voyez, ce fut sympathique, n'est-ce pas? D'ici là, malgré la situation difficile, j'ai dit souvent garder la banane au moins jusque quelque part. Jusque là. Salut, bye bye.